Je commence par me présenter. Donc, je m'appelle Sophia. Je suis co-organisatrice du Meetup Crafting Data Science. Donc, avec Maria qui est ici, Mehdi, Samy et Wassel. Voilà. Et je ne sais plus si c'est la 14e édition, j'ai pu compter. Je crois que c'est ça. Et en fait, on voulait un peu commencer parce que en gros, de vous parler du sujet de notre Meetup, aussi parce qu'il a un peu évolué. On a commencé en 2019. Aujourd'hui, donc 6 ans plus tard, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans le monde du machine learning. Nous, on s'appelle Crafting Data Science. Je pense que c'est un mot qui est beaucoup moins aujourd'hui dans le buzz que IA. Je voulais un peu remettre dans le cadre, en gros, le chemin parcouru et aussi notre raison d'être. Donc, on a eu 14 éditions. Je voulais vous rappeler 3 éditions, en tout cas, qui, moi, m'avaient marqué. Donc, on avait eu... ça, c'était en 2020. On avait eu Dave Ferli et Emily Gorzenski qui étaient venus nous parler de CD for ML ou Continuous Delivery pour le machine learning. Donc, c'était un talk assez tech, axé sur les bonnes pratiques du dev sur le machine learning. On avait eu aussi des sujets plus variés. On avait eu, par exemple, Guillaume Rosier qui était venu nous parler de Covid Tracker. Donc, c'était le moment du Covid aussi, un peu. On parlait de trafic à l'échelle, de comment on commençait un produit, comment on le faisait évoluer, comment on gérait justement le fait qu'il avait un trafic assez important. Et finalement, plus récemment, on a eu Baptiste Rosière qui était venu nous parler de code Stral et donc de génération de code. Là, vous voyez, je vous parle de 3 sujets qui sont très, très différents finalement. Et pour vous dire en gros qu'est-ce qui le réunit, c'est que notre objectif, c'est de créer des ponts entre les communautés software et data science. Et donc, c'est pour ça qu'on a un peu ces allers-retours entre des talks plus techniques d'un point de vue ML. Donc, comment justement on peut faire du code avec la data science, donc ça, avec du machine learning, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, qu'on voit maintenant. Mais ça, c'est quelque chose d'assez nouveau parce que quand on a commencé en 2019, on était plutôt dans l'autre sens, de comment le software pouvait venir aider des data scientists qui souvent étaient issus du monde de la recherche ou en tout cas des maths appliquées, à faire du code maintenable qui peut aller en production. Donc, on vous a mis quelques un nuage de mots là pour vous dire un peu les sujets qu'on a traités. Donc, aujourd'hui, on parle d'ailleurs, aujourd'hui, notre sujet, ce sont les LLM en production. On a parlé aussi avant du machine learning, plus généralement en production, de Accelerate, donc des bonnes pratiques de développement pour justement appliquer au machine learning, de MLOps, CD4ML, le software craftsmanship dans l'IA, architecture IA et génération de code. Là, vous voyez, on a un petit outil de captation. Moi, j'ai un petit micro là qui n'aide pas à amplifier ma voix, mais qui va servir ensuite pour que tout ça soit rediffusé sur YouTube. Donc, on vous a mis un petit QR code là si vous voulez avoir accès à notre chaîne et au talk passé. On va bien sûr uploader les talks d'aujourd'hui. Après, bien sûr, qu'on ait fait un montage, donc je ne vais pas vous donner une date tout de suite, mais ils finiront là-dessus. Voilà, donc il y a un bon historique avec bien sûr une qualité de captation inégale parce qu'on s'est équipé récemment en fait de ce matériel. On voulait aussi donc remercier aujourd'hui Tiga, notre sponsor, et d'avoir aidé à l'organisation de ce meet-up et bien sûr de nous avoir prêté l'espace et sponsorisé l'apéro que vous allez avoir après. Et je voulais donc profiter de cette introduction pour vous encourager, vous aussi, à venir speaker, à venir parler de un peu tous les sujets que je vous ai présentés avant, de comment le machine learning va aider, par exemple, à faire du développement plus vite ou de façon plus optimisée, les enjeux que cela peut avoir, peut-être aussi justement comment on fait de l'IA et aujourd'hui des LLM en prod. Ce genre de sujet nous intéresse, donc si vous avez des choses à proposer, écrivez-nous. Donc on a notre petit mail ici. Et sinon, vous pouvez aussi nous écrire par la plateforme Meetup, on reçoit vos messages. Et bien sûr, si aussi vous faites partie d'une entreprise qui veut sponsoriser, ça nous intéresse. Bien sûr, parce que du coup, nous, on est 100% bénévoles. Voilà.
Et donc, voilà, je vais m'arrêter là pour l'introduction, mais je voulais vous présenter nos deux talks. On va commencer par le talk de Xavier qui est ici, qui va nous parler d'un routeur sémantique qu'il a mis en place dans le cadre de son travail à la SNCF. Et ensuite, on va avoir Pierre qui va nous parler des premiers retours d'expérience des LLM en production chez Doctolib. Ok, alors bonjour à tous. Je m'appelle Xavier Charef. Je vais vous présenter du coup un premier talk sur les routeurs sémantiques et voir comment en fait cette brique s'est retrouvée assez cruciale dans notre chatbot. Pour commencer, je voudrais un peu parler de qui nous sommes. Donc SNCF Connect, c'est une tech. C'est l'entreprise qui du coup est éditeur du site et de l'application SNCF Connect, qui est une solution en fait pour tout ce qui est mobilité durable. Donc tout ce qui va être vente de billets de train, mais aussi de transporteurs urbains. Donc vous pouvez par exemple acheter vos tickets de métro avec l'application. Pour donner quelques chiffres, sur 2024, c'est un peu plus de 226 millions de billets vendus pour 1,5 milliard de visites. Et au-delà de cette activité principale, on est aussi éditeur de contenu, enfin éditeur de solutions numériques pour des collectivités locales et des entreprises, donc que ce soit pour d'autres antennes de la SNCF ou autres. Et pour donner un ordre de grandeur sur 2023, donc on n'a pas les chiffres de 2024, c'était environ 250 produits et applications maintenus et développés pour un peu plus de 3000 mises en production. Quant à moi, qui je suis, du coup je suis data scientist et AI expert au sein de SNCF Connect and Tech. Notre rôle au sein de SNCF, c'est essentiellement venir co-construire les produits à base de solutions d'IA avec les product managers. Et aussi, il y a une forte dimension autour de la sensibilisation des équipes métiers, que ce soit par des formations qu'on dispose en interne sur essayer de former les gens sur comment penser un produit IA, comment le développer, que ce soit en IA ou en IA générative. Et au-delà de cette mission-là, il y a principalement de la construction des solutions qu'on a identifiées et s'assurer de la veille technologique de ces solutions pour qu'elles soient toujours en phase avec l'état de l'art. Alors moi, je vais vous parler plus particulièrement du chatbot de QS Healthcare qu'on a. Ce chatbot, pour remettre un peu de contexte sur qu'est-ce que le self-care déjà, si ça ne vous parle pas, c'est l'ensemble des outils qu'une entreprise, donc surtout la relation client, met à disposition de ses utilisateurs en libre accès pour qu'ils puissent s'informer, notamment que ce soit sur des fonctionnalités ou autres. Donc ça passe par des FAQ, ça passe par des articles sur des fonctionnalités qu'il peut y avoir sur votre site web, mais ça passe aussi par un bot d'aide en ligne. Et du coup, moi, c'est de ce bot-là dont je vais vous parler. Pour situer un peu dans quel contexte on est, c'est un bot qui gère environ 600 000 conversations par mois. Et on a fait une enquête utilisateur dessus. Ce qu'on peut dire, c'est que malheureusement, il y a beaucoup d'insatisfaction autour de ce bot. Les principaux irritants qui sont remontés par les clients, c'est qu'il faut beaucoup d'interactions pour arriver à une réponse définitive, ferme et définitive. Ça, c'est lié au fait que c'était un bot qui utilisait une arborescence de connaissances. Donc ça, c'était le premier point de douleur. Le second point de douleur, c'est qu'il avait souvent une mauvaise compréhension du langage humain. Et du coup, ses réponses étaient soit parfois pas pertinentes, et bien souvent, en fait, il bottait en touche en disant qu'il ne comprenait pas la question de l'utilisateur. Donc ça, c'était les principaux irritants côté utilisateur. Mais côté métier, il y en avait aussi un peu. C'est que comme on a un arbre de connaissances, ça veut dire potentiellement avoir une double maintenance, parce que vous avez d'un côté vos FAQ que vous devez mettre à jour régulièrement, quotidiennement, bien souvent. Et en plus de ça, du coup, vous avez cet arbre de connaissances à maintenir pour qu'il donne des réponses qui soient toujours à jour. Et du coup, le fait qu'en plus ce bot porte sur du self-care, qui est un domaine assez large, parce qu'on va de problèmes de paiement à des questions sur des fonctionnalités de l'application,
ou bien des questions sur quand est-ce que des billets vont ouvrir, seront ouverts en vente, etc. Ça fait que votre bot va brasser vraiment différents domaines, différentes typologies de questions. Et du coup, il faut quand même avoir des réponses qui soient plus ou moins adaptées. Donc quand on a essayé de lister tous les critères auxquels devait répondre notre solution alternative à ce bot-là, si on voulait faire une refonte, le premier, c'est qu'il faut qu'il adresse la totalité du périmètre, ce qui n'est pas forcément une chose aisée quand on voit la diversité, les panels de questions auxquels on peut faire face. Il faut qu'il soit globalement modulaire pour justement arriver à donner des réponses qui soient avec le bon degré de précision selon la typologie de question. Il faut qu'il soit maintenable facilement, donc essayer d'éviter d'avoir cette double maintenance potentielle entre les FAQ et en plus un arbre de connaissances ou une autre base de connaissances. Et avec tout ça, il faut évidemment qu'on tienne la charge en production parce que 600 000 conversations par mois, ça fait quand même pas mal de requêtes. Et tout ça, si en plus on pouvait rester dans des coûts contrôlés, c'est le mieux. Alors, quand on a vu ce listing, on a pensé naturellement à un système de RAG. Alors, pourquoi on y a pensé? Tout simplement parce qu'un RAG, la manière dont ça va fonctionner, c'est que, par exemple, vous allez prendre vos FAQ, donc vos pools de questions, vous allez commencer par les morceler et vous allez les envoyer dans une base de connaissances, donc dans votre base vectorielle. Ça, vous pouvez le faire quotidiennement, c'est indépendant du reste de la pipeline. Et ça va être votre seule vraie base de connaissances. Donc si vous maintenez vos FAQ, vous maintenez votre base de connaissances à partir du moment où vous avez industrialisé votre pipeline. Donc ça, c'est super. Et ce qui va se passer, c'est que quand on va avoir une question d'un utilisateur, cette question va être envoyée vers la base vectorielle, où il va y avoir un moteur de recherche qui va venir essayer de trouver les quelques chunks qui sont les plus pertinents vis-à-vis de la question. Une fois que cette étape est faite, donc qui s'appelle le retrieval, qui est la première étape d'un RAG, ce contexte et la question vont être envoyés à ce qu'on appelle un prompt. Ce prompt va avoir, en plus de ces éléments, une série d'instructions qui va être les mêmes, quelles que soient les questions qu'on va avoir. On peut rajouter aussi des choses comme des types de réponses, des exemples de réponses qu'on aimerait mettre pour que le bot puisse, le LLM derrière, puisse s'inspirer du type de réponse pour générer des réponses qui vous plaisent. Et une fois que ce prompt est prêt, il est envoyé au LLM et vous avez votre réponse. Et donc là, vous avez votre architecture RAG complète et vous avez l'architecture RAG. Le point qu'il faut noter, c'est que votre prompt, en dehors du contexte et de la question, il va être le même quelles que soient les typologies. Et donc ça peut être un facteur un peu limitant si vous devez brasser des questions qui nécessitent différents niveaux de précision, donc un problème de paiement ou des questions sur des échanges d'annulation, où là, il faut regarder un peu plus les conditions du billet qu'a votre utilisateur. Là, on se rend compte que probablement qu'il faudrait des instructions différentes. Si vous les mettez tous dans votre prompt d'un seul coup, ça peut créer des problèmes de maintenance. Et du coup, quand on regarde un peu ce qu'on aimerait faire, nous, pour notre thématique de self-care, c'est qu'on aimerait quand même avoir un bot qui puisse apporter des réponses qui soient différentes selon le type de questions que va avoir notre utilisateur, qui puisse prendre en compte les différentes spécificités et du coup avoir le bon degré de précision. Potentiellement aussi, on pourrait accélérer son inférence, j'expliquerai comment, et sur certaines thématiques en tout cas, et essayer de le rendre le tout maintenable en ayant que, si on touche un prompt, ne regarder que les thématiques associées à ce prompt. Donc essayer de bien scinder les différentes étapes. Donc c'est pour ça qu'en fait, pour nous, un routeur sémantique est apparu comme étant quelque chose d'assez naturel à vouloir mettre en place en amont du RAG. Cependant, si on regarde comment ça va s'implémenter, si on a notre question et que là, on a notre routeur sémantique qui va passer et qui va essayer d'associer un label à votre question,
ce qui va se passer, donc là par exemple à cette question, il va se dire c'est plutôt une ouverture des ventes qu'une thématique fonctionnalité. Donc vous allez avoir votre rag dédié à la thématique ouverture des ventes qui va s'appliquer. Et du coup, vous allez pouvoir customiser ce rag, donc soit par les FAQ, par le prompt, mais aussi par le retriever, par exemple, en disant cette thématique, elle est on a un retriever qui est très efficace dessus, il remonte très vite les bons chunks, il n'y a pas besoin d'envoyer 5 chunks, juste 2 chunks suffisent. Et donc, rien qu'avec ça, vous allez pouvoir réduire le nombre de tokens qui vont être en entrée de votre LLM et accélérer la réponse qui va être fournie à votre utilisateur. Donc, il sera satisfait parce qu'il aura une réponse plus rapidement. Mais donc on peut dépiler un certain nombre de points différents, notamment par exemple un dialog flow où on pourrait ajouter des questions supplémentaires, par exemple pour affiner la question de l'utilisateur, si jamais elle était trop vague. Mais le principal point faible de cette architecture, c'est que qu'est-ce qui se passe si donc tout se passe bien si votre question est aiguillée vers la bonne thématique, ou en tout cas votre LLM va avoir toutes les informations nécessaires, théoriquement, pour répondre correctement. Mais s'il est envoyé sur la mauvaise thématique, là, tout peut aller de travers. Et du coup, si on met en place un routeur en amont du RAG, il faut bien être conscient que vous prenez le risque de faire une erreur très tôt dans de mauvais aiguillage en amont du RAG, et du coup apporter une mauvaise réponse. C'est pour ça qu'il faut être il faut mettre l'accent en fait sur les performances de votre routeur pour qu'il soit le meilleur possible. Et si jamais il y a des thématiques réellement critiques vis-à-vis de vos utilisateurs, il ne faut pas hésiter à éventuellement penser à un système de rattrapage. Donc, par exemple, dans ce cas-là, on sait que les thématiques échange, annulation, conditions perturbées, donc par exemple lorsque vous avez votre utilisateur qui doit échanger son billet parce qu'il y a eu une grève ou un événement comme une tempête au préalable et du coup votre train est annulé, les conditions d'application que vous allez avoir pour votre échange seront beaucoup plus généreuses que celles où vous décidez d'annuler votre billet ou de l'échanger pour des raisons personnelles. Et du coup, quand vous détectez globalement une question, par exemple sur de l'échange-annulation, la première chose qu'on pourrait faire, c'est éventuellement poser une seconde question pour savoir un peu plus le type de conditions pourquoi votre utilisateur change. Donc, est-ce que c'est pour des raisons personnelles ou bien est-ce que c'est pour des raisons qu'il subit, comme un train qui est annulé. Donc voilà, ça pourrait être typiquement le type de choses qu'on pourrait mettre en place. Nous, actuellement, la manière dont on utilise notre routeur au sein de notre application, on a décidé d'utiliser notre routeur pour faire une activation progressive. Je m'explique. Quand on va avoir notre question, il va y avoir le routeur qui va trouver un label, donc par exemple ici ODV. Et ce qui va se passer, c'est que derrière, on va avoir un outil open source qu'on utilise qui s'appelle Talk Studio, qui a été co-développé par SNCF Connect d'ailleurs, qui va avec lequel on va mettre en place des features Toggle. Et ces features Toggle vont pouvoir nous dire si oui ou non cette thématique, elle est éligible à notre nouveau bot, ou bien si elle n'est pas, si cette thématique doit rester sur notre ancien bot, parce qu'on n'est pas encore prêt à ouvrir cette thématique. Donc ça, c'est le premier feature Toggle. Vous pouvez voir en haut à droite à quoi ça ressemble dans l'application Talk Studio. Et donc c'est vraiment un Toggle qu'on peut switcher, éteindre à la volée, et qui permet du coup à chaud d'être réactif avec notre ouverture ou non d'une thématique à notre nouveau bot. Une fois qu'en fait ce feature Toggle est passé et que par exemple on décide d'envoyer sur notre nouveau bot, on va avoir un nouveau feature Toggle qui va être présent, qui cette fois-ci va dire si oui ou non on souhaite exposer cette question à de l'IA générative et à notre RAG dédié. Et donc là encore, c'est un feature Toggle qui, une fois qu'on aura remplacé définitivement notre ancien bot, sera le principal
éléments pour dire si on souhaite oui ou non désactiver un RAG et plutôt privilégier par exemple une réponse générique mais spécifique à la thématique de notre utilisateur. C'est notre manière à nous d'essayer de dérisquer un maximum l'ouverture sur des thématiques qui peuvent être très irritantes pour nos utilisateurs. Ce qu'on peut dire du coup, pour faire un focus un peu plus sur notre routeur sémantique, c'est comment on l'a construit. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il nous a fallu d'abord identifier les thématiques. Quand on a commencé à faire ce travail-là, on a tout d'abord voulu avoir des thématiques globalement génériques, volontairement assez vastes, pour qu'elles soient peu nombreuses. Parce que c'est des échantillons derrière qu'il faut labelliser à la main. On a beau être nombreux, on n'est pas non plus énormément, il n'y a pas non plus beaucoup d'experts sur ce champ-là au sein de SNCF Connect. Du coup, si on veut labelliser beaucoup de données, ça peut prendre un certain temps. Et si derrière, il faut retravailler les thématiques et que vous avez fait beaucoup de temps pour constituer votre dataset, il y a un peu d'idée derrière de se dire faut tout rejeter et recommencer. C'est pour ça que dans un premier temps, on a vraiment voulu se concentrer sur trouver les bonnes thématiques en partant par des thématiques qui étaient génériques, donc qui se recoupaient, comme ça peut être le cas là actuellement sur le point par exemple comment faire une alerte pour l'ouverture des ventes de train qui est entre fonctionnalité et ouverture de vente. Et derrière, sur ces questions-là, suite à ces points-là, on a fait des itérations avec le métier pour justement repréciser les thématiques sur ces questions en particulier, sur ces points-là en particulier. Et du coup, in fine, on a redécoupé, comme vous pouvez le voir actuellement, nos thématiques, de façon à ce que entre la thématique fonctionnalité et ouverture de vente, on n'ait plus de chevauchement, à savoir donc les questions qui étaient un peu mixtes, comme comment faire une alerte sur l'ouverture de vente, qui est en fait une fonctionnalité concernant de l'ouverture de vente. Et on a décidé de placer ce type d'intent, ce type d'intention comme étant relatif à de la fonctionnalité. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir des thématiques qui étaient relativement vastes, donc relativement peu de thématiques différentes à maintenir, tout en ayant, entre guillemets, le bon compromis entre spécificité et représentativité. Voilà. Et au fur et à mesure, bien sûr, on a entraîné des modèles. Ces modèles, grâce à leur évaluation, nous permettaient aussi de nous donner des feedbacks sur où se trouvaient les chevauchements de thématiques. Là, je voudrais faire un petit focus sur la méthode qu'on a utilisée dans un premier temps pour entraîner notre routeur. Il y a différentes manières de faire. Cette méthode-là, elle est assez pratique quand on a peu de données, donc c'est la méthode setFit. Vous pouvez voir en bas le papier qui a proposé cette méthode. L'idée, c'est qu'on va commencer par entraîner un embedding, donc un modèle qui va vectoriser vos questions. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir la constitution automatique d'un dataset à partir des quelques questions que vous allez labelliser, donc les questions qu'on voit en vert, en vert, bleu et jaune. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va constituer des paires de questions. Et si les paires de questions sont des questions issues de la même thématique, on va associer à cette paire un label 1. Et si la paire de questions concerne des thématiques différentes, ce sera le label 0. Et en fait, rien qu'avec ça, vous allez pouvoir gagner en fait, rapidement, artificiellement, en nombre d'échantillons, puisqu'à partir de 4 questions, vous en avez 6. Si vous en aviez 5, vous en auriez 10, et ainsi de suite. Donc ça permet très vite de faire du volume et d'avoir un dataset globalement conséquent pour entraîner votre embedding. Le point suivant, c'est après avoir entraîné votre embedding, vous allez entraîner la tête de classification, donc vraiment la partie qui va dire à quel label on associe votre question. Et donc là, ce modèle-là
qui est par exemple juste une régression logistique, va être entraîné à partir de votre question en BD par votre modèle entraîné dans la première étape. Et il va être entraîné pour apprendre le label que vous avez manuellement labellisé. Donc ça, c'est une méthode qui est pratique. Cependant, il faut faire attention parce qu'elle est très sujette au surapprentissage. Et l'autre point qu'il faut noter, c'est que très vite, vous allez avoir des datasets conséquents. Donc si vous avez suffisamment de données, mieux vaut passer sur une méthode classique où votre ensemble embedding plus tête de classification sera entraîné directement sur vos questions et vos labels. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a fait par la suite, hein, la méthode plus classique. Mais dans un premier temps, disons que la méthode SetFit était très pratique lorsqu'on faisait les allers-retours avec le métier pour définir nos thématiques. Là, ce que vous voyez, c'est une matrice de confusion. Ce qu'il faut se dire, c'est que globalement, plus vous allez avoir des chiffres élevés sur votre diagonale, mieux c'est, parce que ça veut dire que votre modèle associe le bon label à votre question. Et donc ça, c'est ce que vous voulez pour un routeur sémantique. Vous ne voulez pas vraiment qu'il y ait des chiffres qui soient élevés en dehors de cette diagonale. Et malheureusement, c'est ce qu'on peut voir, ce qui peut arriver typiquement dans l'ellipse en jaune, où là, on a 9 questions de la thématique échange, annulation, conditions perturbées, qui sont mal identifiées par notre routeur et qui sont envoyées sur la thématique échange en conditions normales. Donc là, une manière d'essayer de corriger le routeur pour de futurs entraînements, c'est de labelliser davantage, d'ajouter davantage de données dans notre dataset d'entraînement portant sur cette thématique-là vis-à-vis de la thématique échange en conditions perturbées. Et c'est aussi comme ça qu'on a procédé au fur et à mesure pour améliorer notre routeur sémantique. Une fois qu'on a entraîné un modèle dont les performances sont jugées suffisantes pour être mises en production, se pose la question d'avoir une infrastructure qui puisse supporter la charge auquel vous allez être confronté avec votre routeur. Parce que en activant en production votre routeur, lui, il va se taper de plein fouet toute la charge dès le début. Et du coup, si vous avez des contraintes, notamment en latence, comme nous on a autour des 100 millisecondes, puisqu'en plus c'est en début de chaîne, vous ne voulez pas que votre routeur se mette à passer plus une seconde rien qu'à trouver son label pour qu'ensuite votre LLM tourne et que là ça prenne entre je sais pas moi, 3 et 12 secondes pour répondre à votre utilisateur. Donc ça, c'est le premier point. Donc essayez de contenir la latence lors de l'inférence du haut du routeur. Essayez de faire ça tout en ayant une contrainte un peu sur les coûts, de respecter votre budget, entre guillemets. Et évidemment, s'assurer qu'en production, votre modèle respecte bien vos métriques que vous aviez trouvées lors de l'évaluation de votre modèle en entraînement. Donc nous, quand on avait commencé à faire des tests de charge dessus avec un outil qui s'appelle Gatling, on s'est très vite rendu compte que tel quel, notre infra ne pouvait pas utiliser le modèle qu'on avait entraîné de base, puisqu'on dépassait très largement la latence maximale qu'on s'autorisait. Et en plus de ça, le modèle était quand même assez volumineux. Et on s'était dit qu'il y avait sans doute du travail dessus pour essayer de le mettre sur des machines plus mesurées pour un routeur sémantique. Les différentes optimisations qu'on a faites, qui sont assez rapides à mettre en place, l'air de rien, c'est passer votre modèle sous format graph ONNX, car rien que ça, en fait, ça permet de, par exemple, faire agréger différentes constantes au sein de votre modèle. Il y a certaines opérations qui se factorisent, ce type de choses. Rien que ça, en fait, vous pouvez diviser par 2 votre latence, rien qu'avec ce simple portage de format. Pour réduire le poids, évidemment, il y a tout ce qui va être quantisation pour réduire donc, la taille de votre artefact, mais aussi l'impact en mémoire lorsqu'il y a l'inférence, donc la mémoire de calcul. Et l'optimisation la plus intéressante, c'est quand même l'optimisation sur CPU, donc
utiliser par exemple les instructions spécifiques VNNI, donc Vector Neural Network Instruction, qui est disponible sur les dernières puces Intel, qui permet donc pour nous de respecter derrière nos contraintes en réduisant notre temps à 32 millisecondes et en n'ayant pas d'impact notamment sur tout ce qui va être métrique ML. Le point qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on fait ce type d'instruction, surtout d'optimisation avec la librairie Optimum par exemple les puces Intel, bah, c'est qu'en production, il faut avoir des puces Intel parce que sinon l'optimisation ne va pas fonctionner. Et ça, l'air de rien, ça a été un petit couac qu'on avait eu au tout début où on s'est dit « Ah, mais sur les tests de charge, ça passe, pourquoi ça ne passe pas en production ?» Ah bah oui, il fallait spécifier les bonnes machines. Bon. De toute façon, c'est un détail, mais il faut l'avoir en tête. Maintenant, si on parle un peu plus de ce que nous a permis de faire le routeur, bah, ça nous a permis tout simplement de venir découper l'activation de notre chatbot sur les différentes thématiques qu'on avait. On a fait un découpage en 5 vagues. Globalement, chaque vague est pensée pour privilégier tout d'abord le gain en qualité qu'on a mesuré d'un point de vue métier sur notre nouveau chatbot versus l'ancien, l'existant. Ensuite, on a voulu, dans un premier temps, sur la première vague, qui est un peu la vague test, le faire sur une volumétrie assez modérée, donc assez faible, uniquement 10% du volume total estimé. Et aussi, évidemment, une thématique qui n'est pas critique. On se réserve les thématiques critiques pour les dernières vagues, celles où on aura le plus de retours sur notre modèle et pour lesquelles on aurait pu déjà faire une certaine passe d'optimisation, que ce soit sur le retriever, sur les prompts, et aussi espérer que des modèles plus performants et plus rapides sortent, comme par exemple récemment Claude 5 ou peut-être un jour DeepSeek, on verra, ce genre de choses. Et je voudrais faire un petit focus sur les features Toggle qui nous ont aussi été utiles à un moment donné lors de l'activation de notre première vague. Donc on avait commencé en activant à 100% sur notre vague 1, en activant du coup nos 2 features Toggle. Seulement, très rapidement, on avait quelques erreurs 500 qui arrivaient parce qu'on atteignait les quotas de notre hébergeur LLM. Et du coup, le réflexe qu'on avait eu et qui a été assez rapide, c'était grâce à notre feature Toggle d'activation en production, de pouvoir réduire le trafic sur notre brick RAG uniquement à 50%. Et du coup, on n'avait plus nos erreurs de 500 qui popaient et qui nous auraient forcé à une autre époque à faire un rollback. Et on a pu tranquillement regarder le bug, le fixer pour rétablir une solution pérenne qui a fixé le bug 7 jours plus tard. Donc voilà. L'idée qu'il faut avoir en tête, du coup, quand on met ce type de produit en production, c'est qu'il y a souvent des imprévus qui arrivent. Et du coup, penser des outils pour essayer d'être le plus réactif, c'est réellement important. Et surtout, ça permet à l'équipe de travailler sereinement et à vos stakeholders aussi d'être rassurés. Surtout quand on commence avec de l'IAG, avec les risques d'hallucination qui sont bien connus, ce type de choses. Voilà. Pour parler un peu plus concrètement, lorsqu'on a activé notre vague 1, il y a eu un gain quand même assez significatif sur notre bot. Donc on a pu du coup faire un A/B test aussi grâce à nos features Toggle. Et du coup, on est globalement satisfait du travail qui a été effectué, même si on a encore beaucoup de marge de progrès si on souhaite améliorer encore la satisfaction utilisateur. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je voudrais remercier plus particulièrement ceux qui ont travaillé sur ce bot. Et vous pouvez retrouver un article Medium qui a été écrit par Timothée Pierce, qui est une personne qui a travaillé avec nous, qui reprend un certain nombre d'éléments qui sont présentés dans cette présentation. Voilà. Merci à vous. Je ne sais pas si vous avez des questions. 2 questions. Oui. Vous avez construit beaucoup de choses vous-même, Oui. pas mal d'hébergements vous-même. Qu'est-ce qui a porté votre choix sur
un LLM as a service comme Claude? Et enfin, est-ce que maintenant qu'il y a des modèles open source, on va dire, compétitifs qui sont à disposition, est-ce que vous songez à héberger vous-même également cette bonne carte? Alors c'est une très bonne question d'actualité en plus pour nous. Oui, alors je vais répéter la question, ça porte sur pourquoi on a choisi un service de LLM as a service, une question sur le LLM as a service, pourquoi on a choisi ça, ce type de modèle et pourquoi est-ce qu'on réfléchit à faire aller vers de l'open source. Pour la première, c'est tout simplement parce que avec notre hébergeur cloud, on avait d'un point de vue juridique un certain nombre de points qui ont été validés pour tout ce qui est notamment RGPD et autres. Et notre hébergeur nous disait qu'il étendait en fait les conditions qu'on avait pour la partie RGPD classique à ces éléments-là. Donc c'est la partie un peu native. Pourquoi on a considéré ça. Donc on utilise Claude via cet hébergeur-là, AWS pour ne pas le citer. Et concernant le fait de basculer sur de l'open source, c'est une chose qu'on envisage potentiellement, pour le coup. Alors là, c'est un peu pour des raisons techniques, parce qu'un certain nombre de nouveaux modèles sur AWS, typiquement, sont utilisés aujourd'hui en ce qu'on appelle en cross-region inference. Donc, pour les utiliser, il faut autoriser notre API à taper plusieurs régions différentes, par exemple en Europe, donc Paris, l'Irlande et Francfort, pour ne pas les citer. Sauf que nous, initialement, on aimerait rester qu'en région Paris, ce qui n'est pas permis pour les nouveaux modèles. Du coup, là, éventuellement, se pose la question d'essayer de partir sur des modèles open source qui seraient plus performants que la version de Claude qu'on utilise et qui nous permettrait aussi, nous, de rester sur la région Paris et de respecter les différentes contraintes qu'on a d'un point de vue juridique. Voilà. Oui. Pour rebondir sur ta dernière slide, ouais. Être un peu plus concret encore sur avec quel langage vous avez implémenté le routeur? Alors, nous, le routeur, tu veux dire avec quel langage on a implémenté le routeur, vraiment du Python? Si c'est ça, oui, on a fait du Python avec du PyTorch, c'est la question. On est parti de modèles qu'on trouve sur Hugging Face dans Bedding. Tu prends le MTEB Leaderboard et on a pris à l'époque l'un des meilleurs et on l'a réentraîné. Voilà comment on a fait. Oui. Comment vous avez fait pour la partie suivre? Parce qu'une fois que c'est déployé en production, oui. comment on fait pour suivre ce qui se passe derrière? Pour suivre du coup les performances, donc c'est plus les performances business ou ML? L'usage, voir si okay. Et on va dire les utilisateurs sont satisfaits de la réponse. Alors là, ce qui se passe, c'est que là, on peut voir le type de… Si tu vas sur le bot actuellement et que tu poses une question donc, sur tout ce qui va être procédure d'achat, parce que ça, c'est des thématiques qui aujourd'hui sont ouvertes, derrière, tu vas avoir l'IAG le RAG, donc, qui va intervenir. Et quand il aura fourni sa réponse, tu vas avoir la question en haut qui apparaît. Donc, j'aimerais connaître votre avis. Cette question vous a-t-elle été utile? Et là, tu vas pouvoir envoyer un feedback, oui, non. Si c'est non, tu vas pouvoir soit dire une raison, est-ce que la réponse elle est incomplète, tu ne l'as pas comprise, est-ce qu'elle est à côté, ou une raison autre. Et là, tu peux entrer ton commentaire. Et du coup, c'est ces feedbacks-là qu'on utilise pour évaluer justement le niveau de performance de notre RAG. Voilà. Donc, ce n'est pas toutes les réponses, enfin tous les utilisateurs qui nous répondent, mais il y a quand même une part suffisamment importante pour que ça ait un sens statistique. En termes de statistiques, justement, c'est quoi le ratio de personnes qui répondent et de personnes qui répondent pas? Grosso modo, on est autour de 20% de personnes qui répondent. Ouais. Oui. Pour rebondir sur la question, mais plus côté observabilité de votre côté et évaluation,
Oui. Sur quoi est-ce que vous vous reposez aujourd'hui? Pour l'évaluation? Donc, quand je dis observabilité, c'est est-ce que vous voyez passer déjà les questions, les réponses, et est-ce que vous faites du ranking, enfin derrière vous faites de votre évaluation par rapport à ça. En termes d'évaluation, c'est l'évaluation de votre RAG, de sa performance. Alors l'évaluation, elle est vraiment permise grâce à des A/B tests comme celui-ci qu'on fait ad hoc. On est en train de faire une refonte un peu du monitoring plus global, donc vers des outils. Mais là, comme c'est un peu plus impactant, on prend le temps de le faire. Donc là, je n'ai pas de réponse à te dire parce que c'est en cours, typiquement. Et pour tout ce qui est LLM Observability, c'est vrai qu'on est encore un peu à la recherche d'un outil qui ferait le café. On réfléchit à différentes pistes. Ça peut être Langfuse ou des choses comme ça. Bon, c'est pas encore défini, il faut qu'on s'y creuse un peu plus, qu'on s'y penche. Voilà. Oui. Au niveau du RAG, est-ce que vous faites du cache pour les questions qui seraient similaires? Alors, est-ce qu'on fait du cache pour les questions? Non, parce que les questions de nos utilisateurs sont très différentes les unes des autres. Et même si c'est souvent des thématiques qui reviennent, qui sont les mêmes, en fait, ces deux utilisateurs n'ont pas la même manière de poser la question. Éventuellement, ce qu'on pourrait faire, c'est faire des reformulations et voir si la reformulation, on peut la cacher. Mais même là, en vrai, c'est trop différent. Les gens, on leur s'exprime avec leurs propres mots. Certains vont utiliser un langage un peu plus SMS. Certains vont juste mettre quelques mots. D'autres vont faire des pavés parce qu'ils aiment donner beaucoup de contexte à leur demande. Donc, on peut avoir de tout.